Bonjour, c'est Micheline Ali, conférencière et coach en santé et bien-être. Bonjour, c'est Micheline Ali, conférencière et coach en santé et bien-être. C'est avec un immense plaisir que je prends le Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je viens vous souhaiter la bienvenue à la conférence en ligne Femmes et rayonnement, la violence contre les femmes de l'OPCC ainsi que C'est ma santé. Donc, nous vous remercions déjà à vous qui êtes connectés et nous vous invitons, avant que nous puissions commencer, à partager la vidéo. Donc, partagez au maximum. Et en attendant, nous vous partageons encore notre affiche de l'OPCC et C'est ma santé. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, avant de commencer, nous aimerions vous présenter la plateforme de l'OPCC. Donc, l'OPCC, fondée depuis 23 ans, l'Organisation des professionnels congolais du Canada, est une corporation non partisane et sans but lucratif. La vision, bâtir un réseau dynamique et crédible de professionnels, d'étudiants et d'entrepreneurs congolais afin d'assurer leur épanouissement, leur intégration socio-professionnelle au Canada. La mission, mentorer et inspirer nos étudiants, créer un cadre d'échange et de promotion de compétences des professionnels et enfin fédérer et outiller nos entrepreneurs. La vision,
bâtir un réseau dynamique et crédible de professionnels, d'étudiants et d'entrepreneurs. Congolais afin d'assurer leur développement de santé et de bien-être. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois à notre conférence en ligne Femmes et rayonnement. La violence contre les femmes et nous avons Anifa Muchanga, membre du barreau du Québec depuis 2018 et diplômée Madame Anifa Muchanga pratique dans les champs suivants le droit civil, droit criminel et pénal, droit de l'immigration et droit de la famille. Elle s'intéresse aussi à la protection des droits des femmes et filles, en général, plus précisément à la défense des droits des femmes et filles victimes de violences. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Anifa Muchanga. Bonjour. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre prochaine intervenante. Finissante au baccalauréat en travail social à l'UQAM, Barbara Fritz travaille en tant que technicienne en travail social en maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales depuis maintenant 5 ans. L'ensemble de son parcours professionnel s'est articulé autour de la relation d'aide auprès de familles défavorisées, des victimes d'actes criminels et des personnes ayant un handicap physique ou mental. La défense des droits des femmes et enfants est un enjeu qui lui tient beaucoup à cœur et pour lequel, à plusieurs reprises, elle a pu s'impliquer par l'entremise de divers engagements. D'ailleurs, en 2019, elle a eu l'opportunité d'effectuer un stage de coopération internationale au Togo au sein d'une organisation qui lutte contre la violence faite aux femmes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Barbara Fritz. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Ensuite, nous continuons. Charlotte Dimandja, infirmière auxiliaire de profession. Elle est présentement en train de compléter son diplôme d'études collégiales en soins infirmiers. Elle a toujours eu à cœur la santé et le bien-être des autres. Charlotte a une belle personnalité, une manière unique et très simple d'aborder les différents sujets entourant la santé mentale dans le but d'aider chacun dans son processus de la guérison après avoir fait face à la dépression, l'insécurité, la violence, sous plusieurs formes, le manque d'estime de soi et l'accumulation des déceptions, Charlotte a décidé de briser le silence. Sa passion, c'est d'utiliser son expérience, sa connaissance et son influence afin d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel par la guérison de leur âme. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Charlotte Dimandja. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons accueillir Isabelle Landau, est la maman de 4 plus 4 égale 8. Oui, c'est ce qu'il a décrit le mieux, sa famille de 4 enfants biologiques, plus 4 enfants par alliance, ça donne 8. Elle poursuit ses études en technique de travail social et obtient son diplôme en mai 2010. Par la suite, elle travaille dans plusieurs milieux avec divers clientèles tels que les familles, dans les milieux précaires, des personnes en santé mentale, des personnes avec une déficience intellectuelle et bien d'autres secteurs. Malgré sa passion pour l'événementiel, elle a toujours été présente et elle est depuis son jeune âge ce qui l'emmène à vouloir se lancer officiellement dans ce secteur depuis juin 2014. Par la suite, elle crée un événement qui se nomme Femmes avant tout et en fait 3 éditions. Cet événement avait comme thème la santé, la beauté et le bien-être afin de valoriser la femme. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Isabelle Landau. Bonjour à tous, bonjour à tous les intervenants. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je ne sais pas si j'ai eu l'opportunité de vous décrire, oui, mais si c'est possible juste de dire un mot en 30 secondes pour saluer les gens qui sont en ligne avec nous et aussi pour qu'ils puissent en savoir plus sur vous. Donc, Anifa. Alors, bonjour à tous. Je suis contente, ravie de pouvoir discuter de ce sujet assez important qui concerne la violence faite aux femmes. Alors, voilà, au plaisir de partager avec vous mon expérience. Merci beaucoup, Anifa. Barbara. Ben, comme ma consoeur, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je vais particulièrement parler des violences conjugales. Donc, si vous voulez avoir des informations à ce sujet-là, si vous vous posez des questions pour un proche que vous soupçonnez qui vit cette situation ou bien vous-même, vous êtes à la bonne place. Merci beaucoup. Et Isabelle. Bon après-midi à tous. Eh bien, moi aussi, je suis très contente d'être sur le panel. Et puis, moi, vraiment, je suis une passionnée des gens. J'aime travailler avec les gens, que ce soit dans la relation d'aide ou bien dans l'événementiel, c'est toujours avec les gens. Donc, c'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Et Charlotte. Bonjour, super. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Je me sens honorée et choyeuse de pouvoir parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai moi-même été victime de la violence sous plusieurs formes et aussi parce que c'est quelque chose que j'expérimente dans ma vie professionnelle. Je tiens aussi à dire un grand merci. Merci à l'OPCC, merci à C'est ma santé. Ça fait du bien. C'est très encourageant de voir deux grands organismes de la communauté puissent se mettre ensemble et collaborer dans cet aspect-là. Ça fait vraiment du bien. Donc, merci beaucoup à vous et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais ramener tous les intervenants sur la ligne parce que avant de discuter de la violence contre les femmes, nous aimerions en savoir un peu plus sur la violence. Donc, qu'est-ce qu'est la violence? Pourquoi aujourd'hui en parler? Pourquoi aujourd'hui plusieurs femmes, plusieurs hommes, plusieurs personnes de la population doivent en parler? Charlotte? D'accord. Ben, la violence, moi, je vais définir la violence plutôt physique. La violence physique, c'est, au fait, c'est quand il y a l'utilisation de la force intentionnellement et qui peut causer des émotions telles que l'intimidation, des blessures ou même toucher aux troubles mentaux. Donc ça, c'est ce qui est vraiment plus par rapport à la violence physique. Je vais laisser parce que je sais que les autres vont pouvoir aussi compléter. Pourquoi en parler? Parce que c'est une réalité qui est bien réelle dans notre communauté, dans toutes les communautés partout dans le monde. Et aussi, surtout parce que c'est pas quelque chose qui touche uniquement le victime, mais la violence en soi affecte la santé et le bien-être de toute la population. Voilà pourquoi, pour moi, c'est important et c'est essentiel de briser cette silence et d'en parler, de outiller, d'informer toutes les femmes et toute la communauté et toute la population, en fait. Ben, pour ma part, moi, je vais plus vous parler des violences conjugales. Je pense que c'est pertinent, comme ma collègue a dit, d'en parler parce que malheureusement, c'est un fléau qui est présent, particulièrement les violences faites aux femmes, hein, selon l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé plutôt. On peut, plutôt l'ONU, désolée. On constate que malheureusement, dans le monde, il y a une femme sur 3 qui vivra de la violence dans sa vie. Au Québec, c'est une femme sur 4 qui va vivre une expérience de violence sexuelle. Donc, c'est une problématique qui est mondiale. Puis, si on garde le silence, ben, on va tolérer cette problématique. Plus on en parle, plus on va être en mesure de la déconstruire. Puis juste pour qu'on parte sur des bonnes bases, la violence conjugale, c'est vraiment
lorsque un des partenaires va vouloir avoir le contrôle sur l'autre partenaire et va utiliser la violence pour maintenir ce rapport de pouvoir-là. Donc, à travers la relation, le partenaire agresseur va utiliser de la violence physique, psychologique, sexuelle, etc., pour pouvoir dominer l'autre et maintenir un rapport de pouvoir. Donc, en résumé, ben, c'est ça la violence conjugale. Alors, moi, je vais parler en fait de la violence contre les femmes sur le plan juridique. Alors, parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent leurs droits. Alors, c'est important de pouvoir parler de ça, de banaliser la chose, de vulgariser toutes sortes de violences qu'on peut vivre au niveau juridique. Donc, au niveau déjà de la violence physique, il y a une législation qui encadre la violence physique. Il y a aussi la violence psychologique. Elle est également encadrée par la législation. Et nous avons également la violence économique qui est très peu parlée dans nos communautés culturelles. Donc, nous devons également en parler. Donc, au niveau juridique aussi, elle est encadrée. Donc, je vais pouvoir en parler le plus possible et aussi parler de l'aspect le plus important, donc le dénoncement de la violence de toute forme de violence, en fait, qu'il faut que les femmes puissent prendre soin d'elles-mêmes, se protéger et pouvoir revendiquer leurs droits, puisqu'elles sont à leur, tous ces droits-là sont à leur disposition, en fait. Il y a une question, je n'ai pas entendu, désolée. Oui, donc Isabelle, pourquoi parler de la violence et qu'est-ce qu'est la violence sous un certain aspect? Donc, si c'est possible, nous le décrire et nous dire pourquoi parler de la violence aujourd'hui. C'est un fléau qui touche beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on parle plus précisément de la femme. Il y a environ 87% des femmes qui sont victimes de violences conjugales plus précisément. Et puis, la définition selon le gouvernement Québec, en fait, je vais vous la donner. La violence conjugale, en fait, c'est un déséquilibre de la répartition du pouvoir entre les partenaires. Et puis dans la violence conjugale aussi, il y a des épisodes de violence qui sont répétés. Et puis, c'est quand les partenaires prennent le contrôle et adoptent un comportement nuisible envers l'autre. Qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est que la violence, ça survient à n'importe quel âge. Et puis, elle est représentée aussi dans tout type de relations, de couple, amoureuse ou bien intime. Et puis, c'est ça. Il y a plusieurs formes de violence, telles psychologiques, verbales, économiques, physiques et sexuelles. Et puis, ce qui est important aussi à savoir, c'est que la violence conjugale, ça demeure vraiment extrêmement difficile à voir ou même à être cerné par celles qui sont des victimes, parce que c'est quelque chose qui s'installe de manière douce et de manière vraiment hypocrite. Et puis, il y a vraiment une progression qui s'installe tranquillement en intensité. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette définition. Je poserais une question à Charlotte Dimandja qui serait la violence est un sujet très tabou dans notre communauté. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation pour parler en fait de la violence contre les femmes? Merci beaucoup. Oui, bon, j'ai accepté parce que moi, je suis parmi ceux et celles qui croient vraiment à la représentation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on veut parler aux femmes. On veut parler aux femmes racisées et particulièrement aujourd'hui, on veut parler aux femmes congolaises. Alors, voilà pourquoi j'ai trouvé que c'est très important qu'il y ait la représentation, que les femmes qui nous regardent aujourd'hui ou les hommes voient aussi une mère, une tante, une sœur, une de leurs filles qui parle de cette violence-là pour dire que c'est une réalité qui nous touche également. Ce n'est pas quelque chose qui est étrangère à nous, certainement pas.
et c'est quelque chose qu'on vit parfois de manière très sournoise, parfois de manière très hypocrite, où on essaye de garder le silence, mais cela nous affecte, cela affecte la population que nous sommes, cela affecte des familles. Donc, voilà pourquoi, ça c'est la raison numéro 1, c'est la représentation. Et la raison numéro 2, c'est parce que moi-même, j'ai été victime de plusieurs formes de violence, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et j'ai connu un parcours qui était très, très difficile. Et je trouve que c'est important que les autres sachent que non, il y a d'autres personnes qui ont vécu cela. Et malgré ça, il y a une vie. Il y a une vie après la violence, il y a une vie après les blessures, il y a une vie après tous les traumas qu'on peut avoir vécu. Donc, vraiment, pour moi, c'était ça, c'est d'avoir la représentation et aussi de donner le courage et de donner le courage aux autres et l'espoir. Merci beaucoup, Charlotte. J'aime beaucoup ça et je poserai la même question par rapport à Barbara. Pourquoi avoir accepté l'invitation pour cette conférence, la violence contre les femmes? Tout à l'heure, on va parler un peu, vous allez nous donner quelques astuces, mais plus précisément par rapport à toi, Barbara, pourquoi avoir voulu parler de la violence contre les femmes? Ben, je pense que la violence faite contre les femmes, c'est vraiment un enjeu qui me tient beaucoup à cœur. Depuis le début de ma vingtaine, j'ai commencé beaucoup à m'impliquer dans des organisations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Puis je pense que c'est vraiment important d'en parler pour sensibiliser des victimes qui vivent des situations de violence. Donc, puis donner, comme ma collègue a dit précédemment, donner aussi de l'espoir que c'est vrai que oui, des femmes peuvent être victimes de violences, mais il y a un après aussi. Donc, puis il existe des ressources qui peuvent permettre de sortir d'une situation qui est des fois extrêmement pénible puis qui est vraiment lourde. Donc, c'est pour ça que j'ai participé pour vraiment non seulement outiller les personnes pour qu'ils soient en mesure d'identifier c'est quoi les situations de violence conjugale, mais donner aussi de l'espoir aux femmes qu'il existe des ressources qui peuvent tellement les accompagner puis les aider à sortir d'une situation de violence. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être là. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup. Sincèrement, je crois que durant ce live, nous allons beaucoup en apprendre sur toi, sur ton sujet et surtout les intervenants. Ma première question serait de savoir comment repérer les signaux de la violence conjugale dans un couple. Parce que peut-être que plusieurs le vivent, mais ils voient ça que c'est quelque chose qui est correct, hein, qui est acceptable. Mais comment repérer ces signes de violence conjugale dans un couple? Ben en fait, c'est sûr que pour repérer la violence conjugale, c'est pas coupé au couteau, hein, comme mes autres consoeurs l'ont dit, c'est quelque chose qui est très subtil. Mais nous, par exemple, en maison d'hébergement, parce que je suis intervenante en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, on outille souvent les femmes à se référer à certains critères qui permettent là d'identifier qu'on vit une situation de violence. Premièrement, il y a une différence entre la violence conjugale et la chicane de couple. Hein. Puis 4 critères nous permettent de les identifier. Le type d'agression, le but recherché, l'impact sur la personne, l'explication. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a un couple, il y a Marie et André. Marie et André viennent juste d'arriver au Canada, ça fait environ 2 ans. Marie veut travailler, André veut pas. Donc, souvent, ils se chicanent par rapport à ça. Donc, ça va être notre exemple pour pouvoir faire la différence entre la violence conjugale et la chicane de couple. Le premier critère, comme j'ai dit, ben en fait, c'est le but recherché. Dans une chicane de couple, le but, c'est tout simplement d'avoir raison. On veut avoir raison sur notre point. Donc, on va négocier avec la personne, on va vraiment comme essayer de défendre notre point. Donc, dans le cas de Marie et André, ben ils vont négocier ensemble. Marie va dire « Oh, moi, je vais travailler, je vais rapporter des sous à la maison, ça va me donner de l'expérience. » André dit « Non, ça va déstabiliser les enfants, ça va déstabiliser la maison, laisse faire. » Donc, ils négocient ensemble. Il y a de la chicane, mais ils négocient. Dans la violence conjugale, ben c'est que l'un des partenaires essaie de ravoir le pouvoir sur l'autre, en fait. Il essaie de la contrôler. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'imposer sa domination. Donc, par exemple, si André et Marie vivraient de la violence conjugale, à chaque fois que Marie évoquerait le désir de vouloir sortir pour aller travailler ou vouloir chercher un emploi, ben
André se fâcherait, deviendrait violent, pourrait même frapper Marie, pourrait même la bouder pendant plusieurs jours, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre l'autre, de lui faire mal dans le but de la dominer. Le deuxième critère qui nous permet d'identifier la distinction entre la violence conjugale et la chicane de couple, c'est le type d'agression. Dans une chicane de couple, c'est normal d'être en colère. Puis même, des fois, on va extérioriser l'agressivité. Et je tiens à le spécifier, l'agressivité, c'est pas un mal en soi. L'agressivité, c'est une énergie qu'on ressent qui nous permet de nous défendre et imposer nos limites. Donc, quand on est dans une chicane de couple, on peut se fâcher, on peut même des fois frapper dans un mur, crier, hurler, mais l'objectif, c'est de faire sortir qu'est-ce qu'on ressent, en fait. Donc, dans le cas de André et Marie, ben André pourrait commencer à crier à chaque fois que Marie veut parler, évoque le désir d'aller travailler. Et Marie, elle aussi, elle pourrait commencer à hurler sur son conjoint. Et là, il commence à se chicaner. Mais l'objectif, c'est pas de faire peur à l'autre, c'est de faire sortir la colère. Et habituellement, les deux partenaires sont capables de se confronter. Il y en a pas un qui a peur, qui se retient parce qu'il sait que si je parle, ça va aller mal. Dans la violence conjugale, le type d'agression, qu'est-ce qu'on peut regarder, c'est que l'un des partenaires va utiliser la violence intentionnellement. C'est réfléchi. C'est pas une perte de contrôle pour pouvoir dominer l'autre. Donc, comme mes consoeurs l'ont dit, il y a plusieurs types de violence. Il va y avoir la violence physique, la violence psychologique, des violences sexuelles, économiques, verbales. Donc, par exemple, Marie qui dirait à André, j'ai trouvé un nouvel emploi, je commence lundi. Peut-être la veille dimanche, André pourrait faire une crise durant toute la nuit pour garder Marie éveillée toute la nuit pour qu'elle ait plus d'énergie pour aller travailler. Ou bien, il pourrait faire en sorte que quand Marie veut sortir pour aller travailler, puis que lui est supposé de garder les enfants, ben lui, il part avant elle, puis elle est pognée à garder les enfants. Donc, c'est vraiment des choses qu'on voit en maison d'hébergement, là, que c'est vraiment intentionnel. L'agresseur utilise des stratégies pour pouvoir maintenir le pouvoir sur l'autre. Et je vais aller un peu vite, là, parce que sinon, il reste deux critères. Un autre, c'est les impacts sur la personne. Dans une chicane de couple, on peut se mettre en colère, mais après, on peut avoir de la peine, on peut avoir de la colère, de la tristesse, mais les impacts vont pas être considérables, vont pas se remettre en question en tant que personne. Dans la violence conjugale, ben, un des partenaires commence à se sentir détruit, vidé, fatigué, puis la personne, elle s'efface parce qu'elle sait que si elle parle, ça va dégénérer encore plus. Et il faut voir que la personne aussi peut, puis je tiens à le spécifier, des fois, on pense que dans la violence conjugale, la femme, bon, elle va rien dire, elle va se soumettre. Non, il y a des femmes qui vont se défendre, qui vont même aller se battre physiquement avec le conjoint, mais elles ont peur, en fait. Elles ont peur. Donc, elles se sentent vidées à l'intérieur. Et pour terminer, le dernier point à considérer, c'est la justification. Dans la violence conjugale, dans la chicane de couple, souvent, c'est les deux partenaires qui vont s'excuser. Donc, dans le cas de Marie et André, après leur chicane, Marie va s'excuser, André aussi, ils vont dire, OK, on va essayer de trouver une négociation. Dans la violence conjugale, c'est souvent les deux mêmes partenaires, c'est souvent les deux personnes qui ont le même rôle. La victime va devoir toujours s'excuser et l'agresseur va souvent justifier ses comportements, soit par son environnement, son enfance, il était fatigué, plein d'explications qui justifient pourquoi il a été violent. Voilà, c'est un gros topo très vite là, mais j'espère que vous avez compris que c'était clair. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair. Oui, donc vraiment, n'hésitez pas à lui poser des questions si ce n'est pas clair. Le chat est disponible. Ma prochaine question serait par rapport à Isabelle. Le contexte socioculturel a-t-il un rôle à jouer sur la perception de la violence psychologique faite à la femme et quelles sont les répercussions finalement? Donc, est-ce qu'il y a violence pour une certaine culture? Est-ce qu'il y a violence pour une autre? C'est quoi la différence? Est-ce que ça a un rôle? Est-ce qu'il y en a qui endossent plus que ce qu'ils devraient? Est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Okay. Moi, personnellement, je dirais oui, le contexte socio-culturel en intervention est très important de le prendre en considération. Si on va parler de la communauté congolaise,
si on regarde un peu le contexte socioculturel de la communauté, ce sont souvent des gens qui ont immigré ici. Ce sont des gens qui ont une forte croyance au niveau de la religion. Donc là, la religion, c'est sûr que va jouer un grand rôle sur la perception au niveau de la violence psychologique et aussi au niveau aussi de nos sociétés qui étaient à la base beaucoup plus bâties sur un modèle patriarcal. Donc ça joue beaucoup, même ici au Québec, c'est pas seulement chez nous en Afrique, mais même ici, les sociétés à la base étaient bâties sur des fondements patriarcaux. Tout ce qui est au niveau des inégalités salariales, même ici au Québec, que ce soit ici, les femmes ont moins sont payées beaucoup moins de salaire que les hommes. Donc, tout ce contexte joue vraiment un grand rôle sur la perception que la violence psychologique a. Et puis, ce que je peux rajouter aussi dans notre culture, euh, la violence psychologique est très banalisée. Quand c'est un coup qui est porté, c'est quelque chose qu'on peut voir. Ça, c'est un peu plus facile si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, à démontrer que, OK, mon œil est gonflé parce que j'ai reçu un coup. Mais au niveau de la violence psychologique, c'est quelque chose qui se fait vraiment subtilement. C'est quelque chose qui, parfois même elle-même, la victime, comme j'avais dit tantôt, elle, elle a du mal à cerner qu'elle est en train de, de vivre de la violence psychologique. Et puis, au niveau de la culture, les pères, ils banalisent beaucoup. Souvent, je vais donner un exemple. Moi, je connais un cas précis d'une femme qui subissait justement de la violence psychologique de son conjoint. Et puis, la femme, à chaque fois qu'elle allait se confier à sa mère, c'est quoi toujours le discours qu'on a dans notre communauté? C'est normal, support. Donc, c'est ce genre de discours. Donc, c'est comme si c'est vraiment banalisé dans la communauté. C'est normal de pouvoir, oh oui, les hommes sont toujours comme ça. Une femme doit rester calme, doit rester à sa place, doit supporter. Donc, il y a beaucoup de banalisation par rapport à le contexte socio-culturel de nos communautés. Merci beaucoup, Isabelle, par rapport à ce propos. Tu as évoqué un bon point par rapport à la communauté. Je pourrais poser ma question à Charlotte et lui demander, c'est quoi les statistiques de violence contre les femmes dans notre communauté aujourd'hui? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que peut-être qu'il y en a qui sont connectés cet après-midi et pensent que c'est vraiment quelque chose de très lointain, hein? Mais si tu peux nous parler un peu de statistiques, on aimerait savoir les choses concrètement. Est-ce que la violence contre les femmes nous concerne aussi dans la communauté? Selon Statistique Canada, c'est déjà une femme sur trois, comme l'a mentionné tout à l'heure Barbara et Isabelle, une femme sur trois qui est victime d'une violence physique ou même d'une violence conjugale. Tel qu'on est là, on est 5 femmes. Et moi, dès le départ, j'ai dit que j'ai été victime de la violence. Et donc, on voit bien que le statistique là vient aussi confirmer cela dans notre communauté. Et lorsque je parle d'être victime de la violence, je parle pas seulement de la violence verbale ou la violence psychologique, mais j'ai été aussi victime de la violence physique qui m'a amenée à l'hôpital, que j'ai dû rester dans le coma pendant toute la nuit, j'ai dû être hospitalisée et j'ai suivi des traitements par la suite. Donc, ça vient confirmer le statistique que le Canada a ou que le gouvernement du Québec a. Mais simplement, c'est très difficile dans notre communauté d'avoir réellement les vrais chiffres. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Isabelle vient de le mentionner, vient de l'expliquer par rapport à nos valeurs, par rapport à nos mœurs. On croit que c'est normal, on croit qu'il ne faudrait pas en parler, on croit qu'on banalise les choses sans réaliser l'impact que cela peut avoir sur la santé de la personne. Et parfois, même si la violence est au niveau conjugal et qu'il y a des enfants dans la maison, à quel point que ça peut impacter les enfants.
En 2015, non, pardon, en 2018, la santé publique a enregistré à peu près un assassinat d'une fille ou d'une femme à chaque 2 jours et demi. Donc, si on peut faire le calcul, à chaque 2 jours et demi, il y avait une fille ou il y a une femme qui a été assassinée. Assassinée, c'est une forme de violence. Donc, on peut voir que le nombre n'est pas peu. Dans notre communauté, il y a quelque temps, je pense, on a suivi une vidéo d'une jeune fille qui se faisait agresser physiquement, sexuellement et à la vue de tous. Donc, ce n'est pas des choses qui sont cachées ou ce ne sont pas des choses qui sont lointaines. On n'a pas les chiffres tout simplement parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est des choses que les gens préfèrent cacher. Mais je crois que à cause de ce genre d'initiative qu'on a aujourd'hui, à cause de ce genre de conversation, on va pouvoir le vulgariser, on va pouvoir banaliser et surtout enlever ce tabou-là et permettre aux victimes de pouvoir briser le silence et d'en parler. Comme ça, on va pouvoir aussi avoir des statistiques. Et aussi, pourquoi pas sensibiliser le gouvernement ici de pouvoir faire ces statistiques-là parce que dans tout ce qui concerne la population racisée, lorsqu'on parle de statistiques, ça devient quelque chose qui est très difficile. On n'a pas nécessairement les chiffres pour démontrer l'impact ou pour démontrer la réalité de la chose dans nos communautés. Merci beaucoup, Charlotte. C'est quelque chose qui est tellement vrai, ce que tu dis. Et j'aimerais poser une question à Hanifa par rapport, parlons un peu juridique. Hein? On a parlé un peu de psychologie, de mental, mais juridiquement parlant, est-ce que, Hanifa, tu peux nous expliquer un peu quels sont les recours juridiques disponibles pour les femmes victimes de violences aujourd'hui? Alors, déjà, il faut savoir c'est quoi, quelles sont les infractions qui sont reliées à la violence. Je vais un peu les sous-catégoriser pour vous aider à mieux comprendre. Dans la violence physique, par exemple, un geste qui est considéré dans nos communautés, par exemple, aussi simple comme pousser une personne, c'est un voie de fait. Et un autre geste aussi, souvent quand les personnes sont mariées ou en conjoint de fait, souvent l'homme va dire, ben, c'est ma femme, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça peut aller jusqu'au consentement à des relations sexuelles. Donc, chaque relation sexuelle doit être consentie. Qu'on soit marié, qu'on soit conjoint de fait, la femme doit dire oui. Sinon, c'est une agression sexuelle. Il y a aussi au niveau de la violence au niveau psychologique, donc les insultes par exemple, les menaces qui peuvent être proférées contre la femme. Je veux te tuer, je veux te gifler, je veux te rendre en miettes. Ce sont des infractions criminalisées et ce sont des infractions qui doivent être dénoncées. Après, quand on a tous ces droits-là et qu'on le sait, parce que souvent dans nos communautés, on croit que le fait de simplement gifler une personne, c'est rien. Mais non, c'est une infraction criminelle et elle doit être réprimandée. Lorsqu'on a identifié justement l'infraction, il y a les recours qui sont à notre disposition. Le recours, d'abord, au niveau familial, c'est la séparation entre les deux personnes. C'est vrai que dans nos communautés, surtout congolaises, c'est difficile de parler de divorce parce que souvent c'est très mal vu, c'est très mal perçu. Déjà au niveau une femme qui demande le divorce, ça prend un courage énorme pour qu'une femme puisse demander le divorce pour une infraction de voie de fait ou d'agression sexuelle. Mais il y a le recours comme le divorce et on peut, si on est démuni, on peut faire recours au bureau d'aide juridique. Il y a des centres de pro bono pour nous aider à pouvoir nous faire entendre pour obtenir un divorce. Si on n'est pas à l'aise avec un divorce, il existe également ce qu'on appelle une séparation de corps. Vous restez quand même marié, vous avez quand même certaines obligations, mais vous êtes quand même séparés. Ça prend une séparation dans certaines circonstances, malheureusement.
Et il faut aussi que cette séparation-là soit légalisée, en fait, pour éviter toute ambiguïté. Et souvent, les femmes, elles ont peur parce qu'elles se disent, mais si je dénonce et je divorce, est-ce que j'aurai de quoi manger? Est-ce que je pourrais demander justement une pension et tout? Oui, on peut demander une pension alimentaire à l'auteur de notre crime. Et on peut aussi demander de l'aide. Il y a un centre de victimes d'actes criminels. Donc, ce centre-là va indemniser justement les femmes ou même les hommes qui sont victimes d'actes criminels. Donc, ça, la communauté ignore ça, mais vous pouvez être indemnisé parce que vous avez été victime de violences au sein de votre couple, si on peut appeler ça encore un couple. Merci beaucoup, non seulement ça, il y a aussi des centres d'hébergement qui existent, que ces femmes-là peuvent justement recourir pour pouvoir être logées en attendant de pouvoir se prendre en main, puis justement, comme ma collègue a dit, de pouvoir se refaire une vie après la violence. Et ensuite, il y a aussi un autre cours qui est gratuit, de faire une plainte au niveau de la police. Et la plainte, lorsqu'on aura fait la plainte, la plainte sera acheminée devant le bureau du procureur de la couronne au niveau criminel pour que cette personne-là puisse être accusée des infractions qu'il a commises sur votre personne. Tout ce processus-là semble lourd, semble ardu, parce que souvent les femmes ont peur de pouvoir le dénoncer puisqu'elles seront très, très mal perçues. Elles seront très, très mal perçues par rapport à ces dénoncements, mais il faut le faire parce que si on ne le fait pas, en fait, l'auteur va pouvoir le répéter à une autre personne et ils vont faire plusieurs victimes. Donc, c'est important de dénoncer. Puis, les recours sont simples et souvent sont simples, mais il faut s'y mettre. Il faut enlever en nous la peur du judiciaire, en fait. Parce que souvent, dans nos communautés, on ne considère pas le juridique ou le judiciaire comme quelque chose d'important. On va souvent le régler entre communautés, mais le problème n'est pas résolu parce que il faut que l'auteur puisse comprendre que l'acte qu'il a commis est vraiment n'est pas bien en fait et doit être réprimandé. Et nous avons aussi, par exemple, moi, il y a un cas souvent que j'ai eu également au niveau des jeunes filles. Parce que là, on parle des femmes, c'est vrai, mais il y a aussi les jeunes filles. Les jeunes filles vont souvent avoir, moins de 16 ans, par exemple, vont avoir de relations sexuelles avec des hommes. Mais quand il s'agit du dénoncement, dans les communautés, ils vont essayer de régler ça entre eux. Ce n'est pas la solution parce que l'auteur du crime ne s'est pas remis en question. L'infraction va être encore répétée à plusieurs reprises. Donc, arrêtons de cacher en fait les infractions en dessous de la table, mais dénonçons-le comme ça va pouvoir réduire le maximum possible les infractions commises contre la femme. Merci beaucoup, Anifa, pour ces grands éclaircissements. Écoute, dénonçons-le. S'il y a des gens qui sont là, je vois qu'il y a 38 personnes connectées en ce moment. Est-ce que vous pouvez juste écrire « dénonçons-le » ? Peut-être que ces petits mots qui semblent petits pour vous peuvent être grands pour une autre personne qui hésite encore à dénoncer cela. Ma prochaine question serait, j'attends dans les commentaires, dénonçons-le, s'il vous plaît. Manifestez-vous. Vraiment, essayons d'écrire dans les commentaires, dénonçons-le, parce que je crois que chaque voix compte et je crois que cette personne qui supporte encore mérite de vivre encore parce qu'elle a encore sa voix à faire entendre. Barbara, j'aimerais te poser une question par rapport aux maisons d'hébergement. Anifa en a parlé un peu, mais c'est quoi une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales? Je dirais qu'une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, c'est vraiment un espace. En fait, c'est vraiment comme une maison temporaire dans laquelle les femmes qui vivent de la violence peuvent venir, en fait.
Puis moi, j'appelle ça des fois, quand une femme hésite à venir, je lui dis, tu sais, c'est comme un espace de répit, en fait. C'est pas parce qu'on va en maison d'hébergement que ça veut dire que c'est fini la relation, on retourne pas avec le conjoint, loin de ça. C'est juste d'avoir un abri où ce qu'on peut aller pour attendre que, comme on dit, la poussière retombe, puis que la femme se questionne à qu'est-ce qu'elle veut faire pour l'avenir. Je vais parler particulièrement de ma ressource d'hébergement. Je travaille à Flora-Tristan. On accueille principalement des femmes issues de toutes les communautés culturelles. Et on a une première étape. Donc, ça veut dire que les femmes, elles viennent, elles vivent en communauté, elles ont chacun leur propre chambre, mais elles vont partager la cuisine, le salon, les toilettes, etc. C'est vraiment une vie en communauté. Puis, elles peuvent avoir le service d'une intervenante qui va les accompagner pour essayer de donner un sens à qu'est-ce qu'elles ont vécu. Pourquoi elles étaient dans cette situation-là? C'est quoi les impacts sur elles? Qu'est-ce qu'elles veulent, elles? Est-ce qu'elles veulent divorcer du conjoint? Est-ce qu'elles veulent retourner, mais elles veulent trouver des stratégies pour se protéger? Est-ce qu'elles veulent tout simplement aller dans un logement, monsieur reste dans son logement, puis vivre une relation comme à distance? Donc, c'est vraiment, on y va avec la femme. Puis, on a aussi des logements. Puis aussi, c'est sûr que quand la femme va en maison d'hébergement, c'est gratuit, hein? Donc, elle n'a pas à débourser pour la nourriture, ni à débourser pour le logement. Et il y a de la place pour les familles, pour les enfants et la mère. Et nous, on a une deuxième étape. Donc, ça veut dire qu'on a des appartements. Et on a 9 appartements pour des femmes qui, lorsqu'elles ont fini de quitter la ressource d'hébergement, se sentent pas prêtes encore à vivre seules, ont besoin de soutien. Donc, elles peuvent rester là jusqu'à environ 2 ans maximum. Ça varie d'une femme à une autre. Ça varie d'un cas à un autre, en fait. Puis, pour les maisons d'hébergement, c'est court terme. Nous, dans notre ressource, on n'a pas une limite de temps, mais c'est quand même court terme, quelques mois environ. Donc, il faut dire qu'au Québec, il y en a partout, là. Il y en a vraiment beaucoup de maisons d'hébergement. Il faut pas hésiter à appeler. Puis, pour trouver ces ressources-là, il faut appeler SOS Violence Conjugale. C'est vraiment le numéro à retenir quand on se cherche une maison d'hébergement. Voilà. Wow, merci beaucoup, Barbara. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu le numéro, mais si c'est possible que quelqu'un puisse l'écrire en commentaire afin qu'une personne qui vit encore la violence puisse savoir où appeler. Et est-ce que c'est 24 heures sur 24, Barbara? Oui, c'est 24 heures sur 24. Puis, je tiens à vous dire, si un jour vous craignez pour votre sécurité, ben là, il faut appeler les forces policières. Ça, c'est certain. Avant SOS, là, on appelle la police pour assurer notre sécurité et celle des enfants. Voilà. Oui. Donc, si c'est possible que quelqu'un nous écrive SOS violence conjugale afin que tous nous puissions y avoir accès dans les commentaires. J'aimerais demander une question à Charlotte parce que là, on parle de dénoncer, on parle de appeler, mais il y a souvent cette émotion-là aussi, c'est une émotion, tu pourras me corriger, qui est la peur. La peur au début. On a la peur de. Donc, avant d'appeler, on a ce sentiment, est-ce que on a peur de quelque chose? Comment passer au travers cette peur-là aujourd'hui, avant de dénoncer, avant de passer aux prochaines étapes, avant même d'aller dans les hôpitaux, comment surmonter cette peur-là? Merci beaucoup, Super. Lorsque j'entendais Annick-Pa parler de la peur, je pensais que c'était vraiment quelque chose que je devais aborder, tout simplement parce que moi, je l'ai vécu. Écoute, moi, lorsque j'ai vécu la violence physique, au fait, je me suis fait tabasser, hein, pas mal, comme si j'étais un morceau de viande. Et du coup, la police est arrivée chez nous à la maison, me retrouver encore en train de me faire battre. Donc, je pourrais dire que le processus était un peu différent. Mais malgré cela, j'avais quand même la peur. La peur, pourquoi? Parce que dans notre communauté, lorsque une femme se fait violenter ou subit une forme de violence quelconque, peu importe c'est quoi, on s'est dit, ben, pourquoi? Pourquoi il t'a battu? Pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Mais c'est pas normal, ça se peut pas que ça soit juste pour rien. Tu as dû faire quelque chose. Excusez-moi, aujourd'hui, je tiens à sensibiliser nos frères et sœurs qui nous regardent. Il n'y a pas de raison valable pour que quelqu'un puisse être victime ou subir de la violence. C'est important pour nous de pouvoir sensibiliser nos jeunes, nos mamans et même les hommes. Mais particulièrement aujourd'hui, on parle de la violence contre les femmes. C'est important pour nous en tant que communauté de pouvoir sentir que non, notre communauté est là et que notre communauté est contre toutes les formes de violence qui peuvent être faites
envers les femmes. Cela va pouvoir bannir la peur. La peur, pourquoi? Parce que si on reste silencieux, il y a des personnes qui perdent de vie. Parce que lorsqu'on voit la violence, on voit un schéma et souvent ce qu'on remarque avec le temps, c'est que le niveau de violence va augmenter dans l'échelon. Aujourd'hui, c'était peut-être verbal ou bien c'était simplement une remarque, mais au fur et à mesure que cela augmente, et même lorsque c'est physique, ça peut augmenter dans l'intensité. Et du coup, on voit les personnes qui meurent. On voit même le point où on a tous entendu dans les nouvelles, les parents qui enlèvent la vie à leurs enfants. C'est aussi des formes de violence, tout simplement parce qu'on a peut-être manqué à notre responsabilité en tant que communauté de pouvoir sensibiliser et de soutenir les victimes ou de soutenir, d'être à l'écoute de ces personnes-là, de ces femmes-là qui se plaignent pour certaines choses. Alors, la peur, moi, je dirais, la première des choses, c'est nous, en tant que communauté, de se dire que non, on est là pour toi. Peu importe c'est quoi la raison, on est là, on t'écoute, on te soutient. Et j'aimerais aussi m'adresser à toutes les victimes qui sont là, qui sont silencieuses. Aujourd'hui, nous sommes au Canada. Nous sommes dans un pays où il y a plusieurs ressources, où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs organismes. Il y a tellement de ressources qui sont là. Alors, peu importe la raison de ta peur. Des fois, on a peur parce qu'on croit que notre famille va nous rejeter. Des fois, on a peur du jugement de l'autre. On a peur que ce mythe-là de la femme forte puisse tomber parce qu'on a subi de la violence. On a tellement de peurs qui ne sont pas toujours expliquées ou qui peuvent être expliquées, mais ta vie en dépend. Alors, si tu as peur, je te dirais aujourd'hui que ta peur ne pourra pas te sauver la vie. Tu as besoin de dénoncer, tu as besoin de parler, trouve quelqu'un, parle-en avec quelqu'un. C'est pas obligé d'être la police. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, appelle la police si tu te sens en danger. Mais parfois, pour ces personnes-là, pour ces femmes-là, pour ces filles-là, de dénoncer la personne qu'elles aiment, c'est très difficile. Alors, trouve une personne de confiance en qui tu pourras parler, en qui tu pourras vraiment exprimer ta peur ou exprimer ce que tu vis. Et il y a toujours des moyens, il y a toujours des négociations qui peuvent être faites en dehors de la cour. Ce n'est pas obligé de se rendre jusqu'à là, mais de rester silencieux face à ce fléau-là n'arrange absolument rien. Donc, on va bannir la peur ensemble tant qu'on continuera à en parler aujourd'hui comme on en parle et tant qu'on continuera à dire à nos sœurs, à nos tantes, à nos filles que je suis là pour toi, je t'écoute, je te comprends, je suis là, je te tiens la main, je vais faire la route avec toi. C'est la seule façon de pouvoir bannir la peur. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces éclaircissements. J'aimerais demander à toute personne, je vois qu'il y a 40 personnes en ligne, si c'est possible, envoyez ce live à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses ou sinon même juste le partager dans dans vos écrans, en fait. Je crois que ça va permettre même à une personne que peut-être vous vous doutez même pas qu'elle est victime de violence à écouter ces ressources, à écouter ces femmes qui nous partagent sur des informations tellement importantes qui peuvent coûter à la victime sa vie. J'aimerais qu'on parle un peu, Isabelle, de violence sexuelle. Est-ce que la violence sexuelle est considérée encore, c'est quoi la définition de la violence sexuelle aujourd'hui? Et est-ce que c'est considéré comme un abus quand une femme se fait violenter de manière sexuelle? Est-ce que tu peux un peu nous éclairer à ce niveau? S'il y a une question qui m'a été posée, s'il vous plaît, juste répéter parce que j'ai pas entendu. J'entendais pas. Oui, il n'y a pas de souci. Ma question est par rapport à la violence sexuelle. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus au niveau de la communauté? Oui. Au fait, au niveau de la violence sexuelle, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est une forme de violence que la communauté, je pense que la plupart même ne savent même pas que ça existe à cause justement de notre culture, à cause de nos croyances, à cause de nos valeurs. Donc, le fait, dans notre culture, le fait, une femme, quand la femme est préparée, je vais commencer comme ça, quand la femme est préparée pour aller au mariage, on lui dit que une femme, elle doit être entièrement disponible pour son époux, pour son mari. Mais, comme on l'a dit tantôt,
il y a une femme sur trois qui subit de la violence sexuelle au sein du couple. Mais là, je vais rajouter, il y a moins de 90% des victimes qui vont porter plainte. Donc, les femmes, le fait de dire non, je pense qu'elles sont même pas, elles sont sous-informées pour savoir que c'est c'est un, c'est une forme de violence qu'elle a le droit. Non reste non, même au sein du mariage. Un non, c'est pas seulement une femme qui va marcher dans la rue puis qui va se faire agresser par un parfait inconnu. Même au niveau de ton conjoint, au niveau de ton mari, il ne peut pas exercer, t'obliger à faire des choses. Et ça, c'est des choses qu'on entend, qu'on voit dans la communauté. C'est des histoires parfois que quand les femmes parlent entre elles, on entend ces genres d'histoires-là que parfois on les oublie, parfois elles vont être obligées à faire certaines pratiques et elles ne comprennent même pas que c'est une forme de violence sexuelle. Quand la femme n'est pas quand la femme n'est pas consentante, même au sein du mariage, ça c'est quelque chose que il faut partager, faut le dire si les gens ne sont pas au courant que c'est une forme de violence et c'est ce qu'on appelle la violence sexuelle. Merci beaucoup, Isabelle. J'aimerais te poser une autre question qui serait pourquoi une victime a toujours peur de dénoncer hein, quand elle vit une violence sexuelle? Pourquoi elle a encore la peur de dénoncer? Si tu peux un peu nous éclairer là-dessus, s'il te plaît. Imaginez-vous un peu le contexte dans lequel, moi je continue toujours à aller au contexte parce qu'en intervention, c'est très important de regarder vraiment tout ce qui entoure la personne. Donc, imaginez-vous le contexte culturel que nous avons. La femme, elle a peur, premièrement. Il y a ma collègue tantôt qui l'a dit, c'est la peur. Elle a peur premièrement, qu'on ne la croit pas. Elle a peur d'être pas crue. Elle a peur d'être jugée par ses pairs. Il y a aussi la honte. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie. Une femme qui était mariée à un homme dans notre communauté pendant plus de 18 ans. Cette femme, elle subissait toutes sortes de traitements sexuels par son mari. Mais elle disait rien. Elle se taisait pendant 18 ans. Et elle ne savait même pas que c'était inacceptable ce genre de traitement. Elle était devenue comme un objet, l'objet sexuel du mari. Mais pour elle, elle devait se taire, elle devait accepter. Donc, elle avait honte. Elle avait honte de pouvoir dénoncer, elle avait honte, elle se sentait coupable. Pourquoi pourquoi j'ai accepté cette situation? Comment j'ai pu laisser dégénérer cette situation? Et puis, quand la femme, elle arrive à dénoncer, et c'est là, les gens lui pointent du doigt. Si ça s'est arrivé, c'est justement parce que c'est toi qui as accepté, c'est toi qui l'as cherché, c'est toi qui... Donc, la femme est toujours pointée de doigt. Donc, c'est la honte, la culpabilité, la peur de ne pas être crédible et d'être jugée. Merci beaucoup, Isabelle. J'aimerais poser une question à Anifa par rapport à cela. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui peuvent être victimes de violences, mais nous ne le voyons pas. Est-ce que, Anifa, tu peux un peu nous éclairer sur quelles sont les preuves, les méthodes de preuve pour prouver qu'il y a eu violence familiale au niveau juridique? Est-ce qu'une femme, elle se dit, moi, on me frappe, mais j'ai jamais de marque, mais est-ce qu'on va me croire si aujourd'hui je dis que j'ai été victime de violence? Donc, quelles sont les preuves que l'on peut voir au niveau de la violence? Merci pour la question. C'est vrai que au niveau de la preuve, bon, on a plusieurs preuves dans notre législation ici canadienne, mais malheureusement, l'auteur du crime ne va pas le faire en plein public, ok? Des fois, on va avoir certaines preuves au niveau écrit dans les réseaux sociaux, mais ce qui est quand même assez rare. Mais la preuve par excellence, c'est vraiment le
témoignage de la victime. La victime doit témoigner et elle est souvent et pour témoigner, ça prend beaucoup de courage, de détermination. Faut pas oublier que durant plusieurs années, cette femme a été cloisonnée, a été enfermée, isolée du monde et l'homme a créé cette femme à son image qui est fausse. Donc la femme, pour pouvoir témoigner, il lui devient très difficile de le faire. Déjà, quand elle fait le dénoncement au niveau de la police, au sein de la communauté, elle est très mal perçue parce que une femme qui dénonce, il y a une expression dans nos communautés qu'on va dire, oh, elle est devenue comme une femme occidentale, elle est devenue comme une féministe. Donc, ça prend beaucoup de courage pour que cette femme-là puisse le dénoncer. Une fois qu'elle a dénoncé à la police et que le dossier se retrouve sur le bureau du procureur de la couronne et qu'elle doit témoigner, ça lui prend beaucoup de courage. Donc, le témoignage, c'est vraiment par excellence la manière. Et souvent, elle a peur parce qu'elle se dit, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout. Mais avec un témoignage, avec un bon témoignage qui dit la vérité de toute évidence, alors la personne peut être, l'auteur du crime peut être condamné de son infraction, en fait. Donc, j'invite vraiment les femmes à pouvoir témoigner. C'est rien de sorcier, c'est juste de raconter votre histoire. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est quoi les faits qui se sont déroulés lorsque vous avez subi justement cette violence, que ce soit physique, que ce soit une violence qui est psychologique, des menaces, par exemple, du chantage. Ce sont des choses que vous pouviez témoigner. Des fois, avec les téléphones, on va avoir aussi certaines preuves, des messages qui vont être envoyés. L'auteur du crime va envoyer des messages à la victime. Donc, ces messages-là, ne les conservez pas pour vous-même. Donc, essayez de les apporter en preuve pour qu'on puisse justement réprimander le crime qui a été commis à votre égard. Des vidéos, parfois par mégarde, comme actuellement on est beaucoup dans la technologie, il y a des vidéos qui peuvent être faites et tout, mais sortez ces vidéos, ce sont des mots de preuve. C'est pas forcément un aveu de votre. N'attendez pas que l'auteur du crime puisse écrire une lettre disant que voilà, je reconnais vous avoir violenté. Vous l'attendrez longtemps parce que c'est presque impossible. C'est vous-même qui devez prendre la décision de témoigner sur ce que vous avez vécu. C'est douloureux, certes, mais vous êtes capable de le faire. Alors, le témoignage, c'est vraiment la méthode de preuve qui est souvent utilisée pour les infractions de violence contre les femmes. Merci beaucoup, Anifa, pour ces éclaircissements. Un mot qu'on doit retenir, c'est témoignage. J'aime bien cela parce que parfois, on pense que votre voix ne compte pas. Mais j'aimerais encore mettre le point dessus. Votre voix compte. Donc, si une personne parle, une autre personne va parler, une autre personne va parler et votre entourage aussi sera là. Donc, vraiment, témoignage. Je crois que c'est les mots que l'on doit retenir. Si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires, témoignage. On doit témoigner. Le témoignage constitue une preuve crédible. J'aimerais vous parler à vous, intervenantes. Il y a des mythes que l'on entend et j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus. Je commencerai avec Barbara. Si tu peux un peu nous étaler à ce niveau, au niveau de ces mythes-là. Par exemple, les enfants ne sont pas affectés par la violence conjugale lorsqu'ils en sont pas nécessairement victimes. Deuxième mythe, les victimes qui restent avec un conjoint violent ne veulent pas s'en sortir. Troisième mythe, les femmes sont aussi violentes que les hommes dans le contexte conjugal. Quatrième mythe, l'alcool et la drogue peuvent constituer des causes principales de la violence conjugale. Cinquième mythe, les conjoints violents ont des problèmes mentaux. C'est des mythes que l'on entend aujourd'hui et j'aimerais, Barbara, si tu peux commencer à nous parler de l'un de ces mythes qui t'atteint le plus et mettre le point là-dessus. Oui, parfait. Parfait. Puis mes autres collègues, je vous inviterai j'aimerais entendre vos réflexions par rapport aux autres mythes après. Pour ma part, c'est celui des enfants. Souvent, j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit non, je pense pas que la violence a affecté mes enfants. Mes enfants étaient à l'école quand ça se passait. Mon conjoint s'assurait que
les enfants sont pas présents, mais malheureusement, oui, les enfants n'ont pas besoin d'être cibles de la violence pour être affectés, en fait. Je donne souvent l'exemple, vous savez, quand vous rentrez dans une pièce, vous rentrez chez quelqu'un, puis vous savez qu'il y a eu une chicane là, il y a quelques heures avant, comment vous vous sentez? Vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a une tension, que les deux personnes ne se parlent pas, vous ressentez un malaise. Imaginez un enfant qui, lui, est exposé à cette violence-là, qui a développé une hypersensibilité pour survivre dans ce genre d'environnement-là, il le ressent. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ça crée des traumatismes quand ils deviennent plus grands. Parce que les enfants, ils vont être anxieux. S'ils savent que leur mère, par exemple, se fait attaquer physiquement par le conjoint, mais quand ils vont être à l'école, ils vont avoir de la difficulté de concentration. Ils peuvent avoir beaucoup de peur. Ça peut même atteindre leur développement, en fait. Donc, oui, ça affecte les enfants. Et de par mon expérience en maison d'hébergement, moi, je le vois, là. Je le vois, les impacts sur les enfants, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on retire ces enfants d'un environnement violent, il y a quand même une possibilité de réparer ça. Ça ne veut pas dire que c'est à vie, là. Non, si les enfants reçoivent les services et la mère, les services nécessaires, ils peuvent ensuite pouvoir avoir un développement optimal. Donc, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Barbara. Je vais répéter ces mythes-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a manqué ces mythes-là. Je vais juste les relire. Et si même dans les commentaires, il y a un mythe qui vous touche le plus, je vous invite à l'écrire. Donc, premier mythe, les enfants ne sont pas affectés par la violence conjugale lorsqu'ils n'en sont pas directement victimes. Deuxième mythe, les victimes qui restent avec un conjoint violent ne veulent pas s'en sortir. Troisième mythe, les femmes sont aussi violentes que les hommes dans le contexte conjugal. Quatrième mythe, l'alcool et les drogues peuvent constituer les causes principales de la violence conjugale. Cinquième mythe, les conjoints violents ont des problèmes mentaux. Charlotte, si tu peux nous en dire un peu par rapport à ces mythes-là, qu'en penses-tu? Est-ce vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se référer à ces mythes-là? C'est des mythes, hein? Des mythes, c'est des mythes, mais je tiens quand même à renforcer ce que Barbara a dit tout à l'heure par rapport aux enfants. Les enfants qui sont témoins, que ça soit témoins parce qu'ils vivent avec leurs parents ou que ça soit témoins parce qu'ils ont vu ça ou vécu ça physiquement, il y a trois principales choses qui sont touchées par rapport à ces enfants-là. Un, ces enfants-là, en grandissant, risquent de développer des troubles anxieux ou dépressifs. Et ça, c'est des choses qui ont été prouvées. C'est pas simplement du blabla qu'on fait, mais tu peux le voir, tu peux le remarquer. Et deuxième chose, c'est que ces enfants-là, ils sont affectés par leur trouble d'apprentissage. Ils ont des difficultés à apprendre comme les autres enfants de leur âge. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont été présents, ils ont été victimes en étant témoins qu'un de leurs parents, et particulièrement ou plus souvent, c'est la maman a été victime de la violence et que l'enfant a été témoin. Et ça pourrait être tout simplement que l'enfant a entendu. Il n'est pas obligé d'avoir vu avec ses yeux, mais qui a été dans sa chambre, souvent armé, mais qui a entendu des cris, qui a entendu des choses survoler et toutes ces choses-là. Et la troisième chose, c'est que l'enfant va développer un genre de déficit de compétences ou bien sociales ou même des habiletés à communiquer. Parce que c'est être victime de la violence. Imagine-toi, nous, les adultes, comment est-ce que ça peut nous choquer parfois? Lorsqu'on voit des images, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait pas longtemps, on a vu l'image de George Floyd qui se fait violenter. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on avait comme sentiment? Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pas été en mesure de passer à travers cette image-là jusqu'à la fin. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir le regarder jusqu'à la fin. Et après ça, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'enlever l'image de moi. Alors, imagine-toi un enfant beaucoup plus jeune et plus petit qui a été victime ou témoin de la violence envers sa mère, à quel point que cela va affecter l'enfant. L'enfant ne saura pas développer des compétences nécessaires pour être sociable avec les autres. Ça sera un enfant qui est très, très renfermé sur lui. Maintenant, l'autre mythe par rapport à la santé mentale. Oui, parfois, les hommes, parce que là, on parle de la violence contre les femmes, il y a des hommes qui ont des problèmes de santé mentale qui vont être violents. Mais cela ne s'applique pas automatiquement.
c'est pas tout le monde, ce n'est pas d'une manière universelle que toute personne qui souffre d'une maladie mentale va pouvoir être violent envers une autre personne ou envers son conjoint. Ça, c'est tout à fait un mythe, ce n'est pas réel. Donc, ça, c'est ce que je pourrais, en laissant aussi à mes collègues l'occasion de pouvoir en parler si ils ont quelque chose à rajouter par rapport à mythe. Moi, j'aimerais rajouter au fait, au niveau des enfants, pour une ressource. Au fait, le fait que, pour rajouter à ce que mes collègues viennent de dire, j'aimerais appuyer avec une ressource. Il y a Tel Jeune, qui est un numéro où ce que les jeunes peuvent appeler et puis peuvent avoir de l'écoute. Et puis, qu'est-ce qui est bon avec ça? Il y a un numéro où ce que les jeunes peuvent juste texter. Les jeunes, souvent, ils aiment beaucoup les textos. Donc, il y a le numéro aussi pour pouvoir texter et recevoir aussi de l'aide parce que ça répercute aussi chez les enfants. Au niveau de l'homme, c'est sûr que, comme ma collègue vient de dire, c'est vraiment un mythe. Oui, il y a des hommes qui souffrent de santé mentale. Il y en a d'autres non. Mais moi, c'est que je voulais dire au niveau de l'alcool. Parfois, l'alcool et la drogue peut amplifier, on peut dire, certains comportements, mais c'est pas à la base ce qui pousse la personne à agir. C'est pas à cause de la drogue ou bien de l'alcool. C'est sûr que en prenant l'alcool ou la drogue, ça va amplifier certains comportements. Peut-être la personne va devenir plus violente. Mais rappelez-vous, quand j'avais donné la définition de la violence, c'est vraiment quand un partenaire veut vraiment avoir le contrôle sur l'autre. Donc, il n'y a pas nécessairement une raison tant que telle. Donc, c'est ça que moi, je voulais ajouter. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi à ce qu'Isabelle disait avant de laisser la parole à Nipa. Je trouve ça vraiment pertinent. Je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est pas écrit sur une bouteille d'alcool que l'alcool rend violent. Non, il y a des personnes, nous, on peut prendre l'alcool puis on va devenir saoul, mais on sera pas violent. Et je vais toujours m'en rappeler, j'étais dans un atelier et il y avait une femme qui vivait de la violence et il y en avait une qui avait dit « Ah, mais moi, mon conjoint, il est violent seulement quand il boit de l'alcool. » Et l'autre, elle disait « Ben, c'est l'alcool, c'est l'alcool. » Et l'autre lui disait « Ben non, mon conjoint, il est violent, mais lui, quand il boit de l'alcool, il rit. Au contraire, il est super genre, tu sais, il est jovial, il est heureux, il m'a jamais agressé en étant en état d'alcool. » Donc, on voit que l'alcool, ça cause pas nécessairement des comportements, mais comme Isabelle l'a dit, ça l'amplifie, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je vais parler d'abord du mythe pour les enfants, juste pour compléter. Les enfants qui assistent, même s'ils ne sont pas directement victimes de violences en tant que telles, sont aussi des victimes. Et ça constitue également, au niveau de la protection de la jeunesse, un motif pour que ces enfants-là puissent être placés dans les centres de jeunesse ou sinon dans une famille d'accueil. Donc, ce n'est pas un motif il ne faut pas le banaliser de la sorte, puisque ça va nuire à son développement. Et plus tard même, ça va en faire des enfants. Je ne suis pas intervenante sociale, là, mais ça va en faire des enfants probablement qui vont également reproduire la violence qu'ils ont pu assister durant leur enfance. Donc, c'est important de travailler sur cette construction-là, okay, au niveau juridique. Maintenant, les femmes qui ne veulent pas s'en sortir, ok, c'est pas des femmes qui ne veulent pas s'en sortir, c'est vraiment encore une fois un mythe. C'est juste parce que ces hommes-là les ont cloisonnés, les ont isolés, mais sinon ces femmes-là peuvent s'en sortir. Et souvent, elles sont juste ignorantes, malheureusement, de leurs droits. Ok, je donne un exemple. On ne peut pas parler de violence sans parler d'immigration, par exemple, dans nos communautés. Si un homme parraine une femme au niveau de l'immigration, en 2015, il y avait une loi qui disait comme quoi, lorsque un homme parraine une femme, ou le contraire, la femme doit rester avec cet homme-là pendant 3 années après l'obtention de la résidence permanente. Donc, il y avait, et là, en 2015, on l'a aboli pour la simple et bonne raison, c'est que les femmes restaient
par contrainte parce qu'elle se disait si je quitte, je vais perdre ma résidence permanente. Non, ça n'existe plus. En 2019, au mois de juillet 2019, le gouvernement a mis en place également un autre programme qu'on appelle le permis de séjour temporaire pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. L'homme l'a parrainée et là, elles se sont obligées, elle est en cours de processus pour obtenir sa résidence permanente et l'homme lui en fait un chantage tous les jours, lui dit si tu me quittes, je veux arrêter le processus d'immigration. Non, il y a un recours qui existe pour ça, qu'on appelle maintenant le permis de séjour temporaire pour les femmes qui sont victimes de violences. Donc, vous pouvez avoir recours si vous démontrez justement que cet homme-là je suis en processus de parrainage, en train de me faire de la violence et j'ai dénoncé, vous pouvez même obtenir la résidence permanente. Quel beau pays qu'on a aujourd'hui. Alors, il n'y a pas juste au niveau de l'alcool et de la drogue. Oui, c'est vrai que l'un des facteurs souvent de la violence, en fait, elle est souvent faite dans un contexte d'alcool. D'ailleurs, même à l'époque, il y avait un moyen de défense qu'on appelait le blackout, c'est-à-dire que une personne était tellement intoxiquée qu'elle pouvait invoquer comme moyen de défense pour ne pas être condamner l'alcool, ok? Elle disait, voilà, j'avais tellement bu que j'ai perdu les pédales. C'est presque une démence, quoi. C'est le même moyen de défense qu'une démence. Aujourd'hui, c'est fini, ça, parce qu'il y a une législation qui est venue contrer ça, qui dit comme quoi l'alcool ne constitue pas un moyen de défense pour justifier la violence conjugale, ok, familiale, comme maintenant on l'appelle au jour de nos jours, mais ce n'est plus un moyen de défense. On peut invoquer, on peut même, parce qu'on a remarqué selon les statistiques que la plupart des violences se faisaient souvent dans un contexte d'alcool. Donc, on se retrouverait avec des auteurs des criminels, en fait, finalement, qui se seraient dans les rues acquittés parce que, pour la simple et bonne raison, ils ont invoqué le moyen de défense de l'alcool. Donc, c'est fini, on l'a aboli, on a introduit un nouvel article pour dire comme quoi toutes les infractions qui sont commises sous la violence physique ne peuvent pas être invoquées comme moyen de défense. Alors, c'était plus le point que je voulais apporter. Merci beaucoup, Hanifa. J'aimerais inviter chaque personne à écrire. Je crois que nous sommes rendus à 45 personnes. Si c'est possible d'écrire, c'est fini. Ces choses ont été abolies et ma voix compte. Donc, si c'est possible de l'écrire en commentaire, ma voix compte. Votre témoignage compte. Tout ce que vous vivez, en fait, il y a maintenant des lois qui ont été établies afin que votre voix puisse compter, afin que votre agresseur puisse être finalement mis au point par rapport aux lois. J'aimerais poser une question aux intervenantes. Et les hommes, quel rôle doivent-ils jouer dans la lutte contre les femmes selon vous? Donc, chaque femme, chaque intervenante, si c'est possible, répondre en 30 secondes. Donc, top chrono. Les hommes, quel rôle doivent-ils jouer aujourd'hui par rapport à la violence contre les femmes? Donc, on va commencer avec Barbara, avec ton beau sourire. Allons-y. Ben oui, j'ai l'impression qu'il me faudrait 1 heure pour répondre à cette question, parce qu'on parle beaucoup des femmes. Mais oui, je pense que pour la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est bon que les femmes aient des espaces où qu'elles peuvent s'organiser pour défendre leurs droits, mais les hommes ont aussi leur rôle à jouer. Puis je pense que les hommes ont un rôle d'allié à jouer, d'aller sensibiliser d'autres hommes à ne pas être violents aussi, à être des modèles. Quand ils savent qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui est violent, mais d'aller le voir et de lui dire que leur comportement est inacceptable. Le silence, ça aide pas. Quand on est silencieux, c'est comme ça on légitime le geste. Donc, je pense que les hommes doivent s'éduquer par rapport à la violence faite aux femmes. Il y a énormément d'écrits sur ça. Donc, c'est leur devoir. C'est pas toujours aux femmes de devoir leur expliquer c'est quoi leur réalité. Et après, ils doivent s'impliquer eux-mêmes et sensibiliser leur père à cette cause-là. Parce que c'est sûr que des hommes, s'ils voient d'autres hommes qui les sensibilisent à ça, des fois, ils vont être plus ouverts à écouter que des femmes. Donc, c'est ça.
Voilà, c'est ma position. Alliés, 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 alliés. Nous savons tous qu'on est en lutte pour les droits et les égalités des hommes et des femmes, mais ce n'est pas encore une réalité en soi. C'est encore une lutte, c'est encore quelque chose que nous sommes en train de se battre pour. Alors, nous avons besoin des hommes. Nous avons besoin des hommes comme des alliés parce que les hommes se retrouvent souvent dans des plateformes ou dans des niveaux où, beaucoup plus supérieurs, si tu veux, ou là où ils pourront nous aider à pouvoir établir certaines choses, à établir des lois, à pouvoir nous soutenir dans notre lutte. Et aussi, je dirais qu'il y a des pères de famille. Si on pourra prendre, si ces pères-là pourraient prendre la place au sein de la famille pour donner de l'éducation à leurs enfants, à leurs fils, s'ils pourront pouvoir sensibiliser leurs frères, leurs oncles pour dénoncer, au fait, pour dire que ces pratiques-là ou ces croyances-là, que la majorité viennent avec ça de l'Afrique ou d'ailleurs, ou aujourd'hui on parle particulièrement du Congo, mais de leur dire que ce n'est pas une bonne chose. Si ça vient de nous, c'est bien, mais si ça vient de eux, c'est encore meilleur. Alors nous avons besoin des alliés, des hommes étant nos alliés, dans cette lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, moi, je dirais beaucoup plus, les hommes ont un rôle à jouer qui est capital. Et ce rôle-là, moi, je le vois beaucoup plus au niveau de l'éducation des jeunes filles. OK? Alors, si l'homme, le père éduque sa fille, lui donne confiance dès le bas âge pour lui dire que tu ne peux pas te faire traiter n'importe comment, il est en train de s'aimer une graine qui est importante. Donc, l'éducation au niveau de la base même des jeunes filles, les pères jouent un rôle important. C'est lui qui va apprendre aux jeunes filles d'avoir confiance en elles. C'est lui qui va apprendre aux jeunes filles d'avoir l'estime de soi. C'est lui qui va apprendre aux jeunes filles que le traitement que tu dois avoir d'un homme, voici comment un homme doit te traiter. Donc, l'homme joue un rôle capital au niveau de l'éducation de jeunes filles. Alors, nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des pères responsables qui vont pouvoir justement transmettre ces valeurs importantes à nos jeunes filles pour leur montrer à quel point le traitement, comment un homme doit te traiter dans une relation. Alors moi, ce que je pourrais dire, déjà, de un, les hommes doivent prendre conscience que c'est un problème, un fléau qui existe. Et puis, moi, je rajouterais aussi, comme mes collègues, c'est au niveau de l'éducation, mais moi, je dirais au niveau, déjà, de un, prêcher par l'exemple. Parce qu'un foyer sain, ça fait en sorte que quand les enfants aussi grandissent, quand eux aussi, à leur tour, ils ont à se marier, ils reproduisent aussi ce qu'ils ont vu chez leurs parents. Et moi, je dirais ici encore aussi plus au niveau de l'éducation du petit garçon, dans le sens de comment, c'est déjà dès le bas âge qu'un garçon, on doit montrer à un garçon comment il doit être dans son couple, comment il va être au sein de son mariage, comment on traite une femme, comment on est en relation. Ça, c'est déjà dès le bas âge, je pense que cette éducation-là, c'est une transmission que le père doit faire de père en fils. Ça, c'est pour ajouter aussi auprès de l'éducation. Merci beaucoup, Isabelle. J'aimerais rappeler toutes les intervenantes sur la plateforme. Oui, j'allais demander, est-ce que c'est possible que chacune après l'autre puisse nous donner une ressource, donc que vous considérez comme primordiale, à savoir aujourd'hui, pour une femme qui aujourd'hui peut-être va se réveiller le matin, qui a peut-être été victime, elle doit se rappeler de ce numéro, de cet organisme, de quelque chose. Est-ce que c'est possible de me nommer une seule ressource? Donc, ça devrait prendre 5 secondes. Je peux y aller. Moi, je dirais... OK, moi, je pourrais commencer. Ah, vas-y, Isabelle. Moi, je vais aller avec l'accueil psychosocial au CLSC. Souvent, l'accueil psychosocial, c'est comme l'urgence au niveau social au CLSC. Donc, tu peux te présenter
à ton CLSC et puis tu vas avoir des recours aux intervenants sur place. Moi, je dirais la CAVAC, donc le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, vous pouvez appeler, dépendamment de quelle ville dans laquelle vous vivez, Montréal, Québec, Trois-Rivières, peu importe, il y a toujours un centre. Appelez là, puis vous pourriez justement, comme je vous ai expliqué au début, avoir même des indemnités pour ce que vous avez vécu. Moi, je dirais le service de... Vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Moi, je dirais service de police. Si vous sentez le besoin, si vous sentez l'insécurité, si vous avez peur pour votre vie, 911. Définitivement, je suis d'accord. Puis moi, je rajouterais à ça d'appeler SOS violence conjugale, mais je rajouterais que vous pouvez aller dans n'importe quel organisme. Des fois, on peut aller à la banque alimentaire puis dire j'ai besoin d'aide. Eux vont vous référer vers les ressources. Donc, tout professionnel, vous vous sentez à l'aise, ouvrez-vous. Mais vous pouvez appeler SOS violence conjugale. Puis vous en faites pas pour la langue. On peut des fois trouver des intervenants qui parlent dans votre langue. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, les intervenantes. Et la dernière question que j'aimerais vous demander en 30 secondes chacune, c'est par rapport à la violence contre les femmes. Que doit-on retenir? On a parlé, ça fait environ 1h30. Il y a des choses qui sont passées, qui sont sorties de nos oreilles. Mais aujourd'hui, si je dois dire Charlotte pour commencer, ensuite Barbara, ensuite Anifa, ensuite Isabelle, aujourd'hui, qu'est-ce que, en 30 secondes, je dois savoir par rapport à la violence conjugale? Donc, où, quoi, comment, qu'est-ce que je dois faire en 30 secondes? Charlotte, la parole est à toi. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la violence conjugale en soi n'est pas un tabou. Aujourd'hui, on a brisé le silence, on a fait juste mettre la fondation, si je peux dire. Le sujet est tellement vaste, on pourra passer la journée à en parler, mais c'est pour dire que c'est pas un tabou. Ne restez pas silencieux. Il y a de ressources, il y a de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Moi, je rajouterais que premièrement, la violence est inacceptable. Rien justifie les comportements violents et que il faut vraiment que les victimes puissent prendre les ressources à leur disposition si elles recherchent de l'aide, mais que les agresseurs aussi se fassent condamner socialement et que la société a un rôle à jouer. Malheureusement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais la société doit changer aussi par rapport au soutien qu'on donne aux victimes de violences. Et je dirais, éduquons nos garçons à éviter d'avoir des comportements d'agression envers les femmes. Voilà. C'est ça. Alors, moi, je dirais qu'actuellement, on vit une situation de COVID-19. Donc, ça ne nous laisse pas indifférents par rapport à la violence contre les femmes parce que là, les hommes font beaucoup du télétravail. Donc, actuellement, il y a une hausse de la violence. Donc, si vous vous taisez, ça va plus empirer les choses parce que les hommes maintenant sont à la maison avec le télétravail. Donc, dénonçons ce qu'il faut dénoncer, abolissons la peur et continuons à nous faire confiance, avoir l'estime de soi, c'est très important. Alors, toutes les femmes qui sont ici présentes ont une voix et vous également, vous avez une voix pour pouvoir défendre vos droits. Personne ne le fera mieux que vous-même. Alors, allez-y. Moi, ce que je pourrais rajouter dans la communauté, nous devons briser les prêts-à-penser. Nous devons briser tout ce qui nous a été inculqué dans notre culture par rapport à la violence conjugale. C'est non, il y a plusieurs formes et c'est pas acceptable. Et puis, un autre tabou aussi que j'aimerais rajouter juste pour terminer, c'est qu'il y a beaucoup de ressources et les ressources ne sont pas là pour vous nuire. Parce que dans la communauté, souvent, on dit ça. N'allez pas voir les travailleurs sociaux, elles vont ruiner votre famille, elles vont tout détruire. Non, nous sommes là vraiment pour aider la communauté. Et puis, il faut savoir que le contexte d'intervention se fait vraiment en toute confidentialité. Et l'intervention n'est pas là pour aller à l'encontre de ce que la personne veut, mais on est là pour accompagner la personne.
Merci beaucoup à tous ces intervenants qui étaient disposés pour élever leur voix pour la violence contre les femmes. Merci à vous. Merci Isabelle Landao. Merci Anifa Muchanga. Merci Barbara Fritz. Merci Charlotte Dimanja. Et merci à vous qui nous avez écoutés pendant 1h30 exactement. Sachez que ce n'est pas la dernière fois que l'OPCC, que C'est ma santé, que plusieurs autres organismes se lèveront sans honte pour parler de ce genre de sujet. Je vous invite encore, si ce n'est pas déjà fait, à partager ce live. Je crois certainement que ça va aider quelqu'un. Et nous vous disons à très bientôt au nom de C'est ma santé, au nom de l'OPCC. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, les dames. Merci beaucoup. Bye.